Question de supporters parisiens. Ugarte arrive l'été dernier et pourrait partir pour Manchester United après une seule saison, acheté pour 60 millions. Le PSG en demande 70. Son passage dans la capitale est-il un échec ou une simple incompatibilité avec le coach? C'est vrai que le cas de l'Uruguayen est assez spécial parce qu'il avait fait un début absolument fracassant. Il y a quand même des mecs qui commençaient à parler du successeur de Thiago Motta, dans un style extrêmement différent. Et puis ça a duré un mois et demi, où pendant un mois et demi, Ugarte rayonnait sur la Ligue 1 et sur le PSG. Et puis je sais pas s'il y a eu une petite blessure, un coup de pompe physique, et à partir de là, il a disparu finalement assez rapidement de la circulation de l'équipe, parce que c'est un joueur qui est excellent au niveau de l'impact, qui récupère beaucoup de ballons, mais c'est vrai que son jeu vers l'avant est pas extraordinaire, et que Luis Enrique veut des milieux qui jouent vers l'avant, d'où la volonté de recruter João Neves. Sauf que moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais bon, un milieu de terrain, Neves, Zahir Emery, Vitinha, c'est bien, on cherche Blanche-Neige pour aller avec les 7 nains. Enfin, je schématise, mais ça me paraît extrêmement limité en termes d'impact physique. Et il faut arrêter avec cette image d'Épinal, de Xavi, Iniesta. Ce sont deux footballeurs exceptionnels, de génie du foot, qui ont joué peut-être un petit peu par hasard ensemble et à la même période et au même endroit. L'Espagne a gagné l'Euro en pratiquant un excellent football et avec des milieux de terrain quand même athlétiques comme Rodri et Ruiz. Ruiz d'ailleurs, dont j'espère que l'excellent Euro va lui permettre de changer de statut au PSG et peut-être de prendre plus de responsabilités. En tout cas, Ugarte, 70 millions, s'ils arrivent à le vendre, c'est extraordinaire, parce que finalement, il a fait une saison au PSG où il a perdu de sa valeur. Je pense que même à 40, il pourrait partir. 20 millions pour le PSG. Une broutille. Le gentil hooligan me dit: que pensez-vous du rachat de l'AS Saint-Etienne par Kilver Sport? Déjà, je pense que la concordance des temps est sublime, parce que le club est racheté et il remonte immédiatement en Ligue 1. On est enfin débarrassé des deux anciens présidents, ce qui déjà est une très bonne chose. Maintenant, le recrutement a l'air intéressant. Abdelhamid, c'est quand même vraiment une très très belle idée. J'espère qu'ils vont prendre encore des joueurs, et que Saint-Etienne, là on parlait de Bordeaux tout à l'heure, Bordeaux, Saint-Etienne, ce sont des vraies places fortes et historiques du football français. Et revoir Saint-Etienne en Ligue 1 est effectivement une bonne nouvelle. Retrouver l'ambiance extraordinaire de Geoffroy Guichard aussi. J'espère que les supporters verts se comporteront un peu mieux en déplacement, mais voilà. Quand même très très content de revoir Saint-Etienne en Ligue 1. Victorien Tiger me dit: dans ton livre Deuxième mi-temps, tu déclares regarder les matchs de foot sans passion, d'un œil d'expert, et pouvoir même t'en passer. C'était en 2016. Aujourd'hui, as-tu retrouvé cette passion que tu avais à l'époque, avant tes ennuis de santé? Alors pour aller un petit peu plus loin il fut même un moment où, quand j'étais dans l'attente de mes greffes, je ne regardais même plus les matchs, parce que j'étais 3 fois par semaine en dialyse et que ça m'épuisait, et que quand je rentrais le soir à 20h, je dormais et je pouvais même plus matériellement regarder les matchs. Voilà, donc c'est vrai que, et finalement c'est un peu grâce à vous que je regarde autant le football encore aujourd'hui, parce que j'ai ce lien avec vous qui est cette chaîne YouTube Pierrot le Foot, et que voilà, et que pour faire des débriefs sur les journées de Ligue 1, faut regarder les matchs. Alors je vous cache pas que, à titre perso, je ferais l'économie de pas mal de ces matchs si j'avais pas cette chaîne, mais bon voilà, je l'ai, et elle me permet un petit peu d'exister encore, comme disait Annie Girardot au César, de montrer que je suis pas encore tout à fait mort. Mais voilà, et c'est ça,
ça m'apporte ce petit surplus de motivation que clairement le foot ne m'apporte plus, et c'est pas ni cette Euro ni cette Copa América qui vont me faire changer d'avis. Encore une fois, il y a trop de matchs, les joueurs sont fatigués, les joueurs sont usés, et la course au fric permanente du football ne permet pas de changer ça, quoi. Je pense que si j'ai perdu aussi de la passion, c'est parce que le football ne me procure plus le même plaisir qu'il a pu me procurer avec le Barça de Guardiola ou l'équipe de France de 2000. Là, évidemment, le foot était un art à l'époque. Naïl Araman me dit: qu'avez-vous pensé des chants racistes entonnés par les Argentins après la victoire en Copa América? Quelles sanctions espères-tu? Et que penses-tu de la réaction assez molle, selon moi, du football français et de la fédération? Alors, il y a aussi une question de timing pour la réaction assez molle, c'est que c'est les vacances, quoi, et qu'il y a peut-être aussi des joueurs qui sont capables de couper avec leur portable pendant les vacances, et qui sont peut-être à l'île Maurice, aux Bahamas ou à Miami, et qui ont autre chose à foutre qu'à envoyer un tweet pour réagir. Après, est-ce que l'Argentine est un pays raciste? J'ai jamais mis les pieds en Argentine, donc j'avoue que je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est une génération de petits cons. Ça, c'est une évidence. Entre Martinez, le gardien de but, dont la réputation n'est plus à faire, Hernandez, voilà, des joueurs comme ça, et celui qui était au PSG et puis à la Juve, dont j'ai un trou de mémoire horrible, je me souviens plus de son nom, Paredes, voilà. Voilà, bon, c'est les prototypes des petits cons, et il arrive parfois que on arrive sur une génération. Regardez l'équipe de France à Naïsna, c'est pareil, c'était une génération de petits cons. Alors ils pouvaient pas avoir des chants racistes contre les Noirs, hein, évidemment, mais voilà, je pense aussi que on est tombé sur une mauvaise génération, et si quelqu'un attend que ce soit Lionel Messi qui monte au créneau pour ça, c'est mal connaître Lionel Messi, qui se fout à peu près de tout, mis à part de lui et de sa famille. Donc voilà, après la fédération, elle a porté plainte. De toute façon, faut pas rêver, cette plainte, elle ira pas bien loin. Une amende, une claque sur les doigts, peut-être une fessée, mais si on attend qu'on va leur retirer quoi que ce soit, on rêve. Invictus Nukem me dit: vas-tu assister au JO? Oui, chez moi, ici, à la Baule, avec ma télé qui est en face de moi. Il est pas question que je mette les pieds à Paris et dans cet enfer dans lequel on a transformé la capitale de la France à cette occasion. Ces barrières, on a l'impression que c'est plus Paris, c'est Colditz. On a l'impression d'être en tôle. Tu peux traverser les ponts qu'en marchant sur une file. En bagnole, en scooter, en vélo, c'est même plus possible. Les restos sont vides, les boutiques sont vides, les hôtels sont vides. Enfin, c'est un four commercial absolu, et finalement imprévu, même s'il était prévisible, finalement il était imprévu par les autorités, et ça c'est un vrai problème. Après, assister au JO, très honnêtement, avec mon genou en miettes, je n'ai plus la capacité d'accéder au site, de me taper la foule, les marches, les escaliers. C'est totalement impossible pour moi aujourd'hui. Donc non, je suis très bien au bord de la mer, et je regarderai ce que j'ai envie de regarder de chez moi. François GTR me dit: ne trouves-tu pas désolant qu'un débat sur le maintien de Deschamps à son poste ne soit pas un minimum ouvert? Merci à Dédé pour 2018 et tout le reste, mais clairement l'équipe de France stagne et est hyper chiante à voir jouer, et il n'y est pas pour rien, loin de là. Ben moi, ce qui me fait sourire, c'est que lorsque Noël Le Graët avait tout seul dans son coin et unilatéralement décidé de prolonger le contrat de Deschamps, ça avait fait un scandale énorme, alors que là, quand Diallo décide unilatéralement et tout seul dans son coin que
que Deschamps, malgré la mauvaise impression laissée, malgré un résultat sportif quand même correct, demi-finale, ça reste correct, de laisser de le laisser à la tête de l'équipe de France, ça passe comme une lettre à la poste. Alors c'est vrai qu'il y a eu d'autres problèmes en France et d'autres sujets qui ont peut-être permis plus ou moins de faire diversion. Voilà, effectivement, moi j'aurais aimé qu'il y ait un minimum, un débat qui s'instaure au sein du COMEX, où il y a quand même des gens qui sont compétents en football, et que des questions soient posées et des réponses probablement apportées par Deschamps. Voilà, encore une fois, c'est pas un fonctionnement démocratique, c'est extrêmement regrettable. Tom Bu me dit, attention, question casse-gueule du jour, penses-tu qu'il y aura une trêve olympique alors il y a des petits drapeaux, Ukraine, Russie et Israël, Palestine. Une trêve olympique pour l'Ukraine et la Russie, non, puisque la Russie est exclue des Jeux Olympiques. Donc je vois pas pourquoi il ferait une trêve pour ça. Il n'y a pas de sélection palestinienne, il y a une sélection israélienne. Moi, je suis choqué que les athlètes russes ne soient pas présents à ces Olympiades. Je veux dire, être russe ne veut pas forcément dire être pro-Poutine. Voilà, mais de trêve, malheureusement, je n'y crois pas. Gaël MDLE me dit, que penses-tu des chances du double Nadal-Alcaraz au JO? Et deuxième question, quel Français vois-tu le plus performer dans les prochaines années? Fils Giovanni Mpecci. Alors première question, Nadal-Alcaraz, c'est sûr que ça fait très envie, mais il va y avoir des vraies équipes de double et des mecs qui sont habitués à jouer ensemble en face. Et le double, c'est quand même différent du simple, même si ce sera sur terre. Quoi qu'on puisse parfois en penser, Nadal est très bon à la volée, Alcaraz aussi. Ce qui me fait un peu peur, c'est le service d'Alcaraz de Nadal, qui aujourd'hui est très en dessous des standards, je dirais même très en dessous des 100 premiers mondiaux. Voilà. Et la deuxième question, le Français que je vois le plus performer, c'est Fils, parce que ça me paraît le plus complet. Giovanni Mpecci Péricard, voilà, il a un service exceptionnel, il a un bon coup droit, mais il a un revers horrible. S'il arrive à travailler sur ses points faibles, pourquoi pas. François Dreyer me dit, que penses-tu d'Euro à Manchester United? Je l'aurais bien vu à Paris. Je pense que Paris l'aurait bien vu à Paris aussi, mais voilà. Olivier Létang a dit, j'en veux 60 millions. Paris trouvait ça trop cher, Manchester a mis 60 millions, il est à Manchester. À un moment donné, c'est toujours pareil, les transferts, il y a un prix qui est fixé, après c'est l'offre et la demande. La clause libératoire de João Neves à Benfica, elle est de 130 millions, mais visiblement, il partira pour beaucoup moins que ça. Mais voilà, Euro à 60 millions. Alors évidemment, le Real a comme d'habitude essayé de l'avoir libre dans un an, fidèle à sa méthode putassière. Mais là, voilà, Euro, Manchester a allongé le fric. Paris, s'ils le voulaient, ils avaient qu'à allonger le fric, surtout quand tu vois qu'ils sont prêts à mettre des 40, des 50 et des 70, 80 millions sur Neves ou Doué. Voilà, je pense que Euro, c'était peut-être à faire.